Je m'appelle Janaïna. Je suis professeure de biologie dans un établissement public de Salvador. Et ce que je vais raconter ici n'est pas facile. Ce n'est pas aisé de revivre ces moments, ni de les mettre en mots. Mais je sais qu'il y a des gens qui comprendront. Il y a 3 ans, ma vie a changé lorsque João Pedro est né. Il est notre unique enfant. Et dès son plus jeune âge, nous savions qu'il était différent. À l'âge de 2 ans, le diagnostic est tombé. Autisme sévère. João ne parle pas. Il n'a jamais dit « maman ». Il n'a jamais demandé à être pris dans les bras par la parole. Mais il dessine. Et c'est à travers ses traits que j'ai commencé à comprendre, ou du moins à essayer de comprendre, ce qui se passait dans cet esprit silencieux. Pourtant, aucun livre, aucune conférence, aucun cours de perfectionnement ne m'avait préparé à ce qui allait arriver. À l'époque, le quotidien de notre foyer tournait autour des horaires de João. Orthophoniste, ergothérapeute, visite, hebdomadaire au centre thérapeutique, où il passait ses après-midi avec des professionnels et des bénévoles. Un lieu en lequel nous avions confiance. Mon mari, Antonio, est photographe médico-légal à la police civile et voit sans cesse le côté le plus sombre de la réalité. Alors peut-être avait-il un 6e sens pour détecter les choses étranges. Il commença à remarquer quelque chose de curieux dans les dessins que João réalisait sans cesse. Toujours la même plage, avec une formation de rochers en demi-lune, le sable sombre et presque toujours un objet long et étrange au bord de la mer. Au début, je pensais que c'était le fruit de son imagination, mais le niveau de détail, c'était trop pour un enfant de 3 ans. Un jour, Antonio rentra à la maison, laptop à la main, et avec ce regard que je connaissais déjà, le même que lorsqu'il découvre quelque chose d'important sur une scène de crime. Il avait passé des heures à chercher sur Google Maps, fouillant dans les images des plages du littoral bahianais, jusqu'à ce qu'il remarque une certaine Itacimirim. C'était une plage isolée, presque oubliée des touristes, mais comportant tous les éléments que l'on retrouvait dans les dessins de João, les rochers en demi-lune, le sable sombre, la forme de la crique, tout. Un frisson me parcourut, la sensation que quelque chose de plus grand tentait de communiquer à travers notre fils. Nous décidâmes alors de l'emmener sur place. Nous pensions que cela pourrait être thérapeutique, que peut-être il reconnaîtrait l'endroit et que cela le stimulerait d'une manière ou d'une autre. Nous voulions simplement mieux comprendre notre enfant, rien de plus. Le jour était nuageux, ce genre de ciel qui hésite entre la pluie et l'éclaircie. João resta silencieux tout le long du trajet, comme à son habitude, mais ses yeux étaient différents, plus alertes. À notre arrivée, lorsqu'il vit la mer, il resta paralysé pendant quelques secondes. Puis, il se mit à marcher en direction de la plage comme s'il savait exactement où il voulait aller. Ce n'était pas la démarche hésitante d'un enfant explorant un lieu nouveau. C'était décidé, presque urgent. Il s'arrêta exactement au point où cet objet étrange apparaissait toujours dans ses dessins. Il resta là, les pieds dans l'eau, regardant fixement l'horizon. Soudain, une vague plus forte se brisa, et c'est alors que nous vîmes. Quelque chose venait avec la marée. Et lorsque le corps émergea, les cheveux noirs trempés et la robe partiellement recouverte de sable, je perdis pied. Antonio se précipita vers le corps et confirma immédiatement qu'il s'agissait d'une femme. Je restais là, figé, tenant João par derrière, sentant mon cœur battre comme un tambour dans ma poitrine. João ne pleurait pas. Il ne montrait aucune peur. Il regardait simplement, comme s'il attendait cela. La police arriva peu de temps après. Mon mari passa l'appel d'une voix étouffée, mais ferme, comme toujours. En moins d'1 heure, la zone était bouclée. Je restais assise sur le sable, avec João dans mes bras, pendant qu'il prenait un petit bâton et dessinait à nouveau ce même paysage sur le sable. Mais cette fois, une nouvelle figure apparaissait. Une femme étendue, à moitié immergée, et en arrière-plan, la silhouette d'un homme vêtu de ce qui ressemblait à un manteau de laboratoire. Ce fut la première fois que j'eus réellement peur de ce que João tentait de nous dire. Le lendemain, nous eûmes la confirmation. Le corps était celui de Diane Oliveira, une jeune étudiante en psychologie qui était portée disparue depuis plus d'1 semaine. Le nom me semblait familier, mais c'est Antonio qui se souvint. Elle était bénévole au centre thérapeutique de João. Elle avait accompagné João des dizaines de fois, peut-être plus. Le souvenir de son visage surgit comme un éclair, et bientôt un serrement au cœur s'installa.
Nous nous demandâmes, serait-il possible que João ait vu quelque chose, qu'il ait été témoin d'un événement et, d'une certaine manière, enregistré tout cela dans son esprit pour l'exprimer dans ses dessins? La réponse, aussi absurde qu'elle paraissait, était là. Son regard ne laissait aucun doute. Il savait, et il avait essayé de nous le dire tout le temps. La détective en charge de l'affaire, Fatima Santos, vint chez nous 2 jours plus tard. Une femme déterminée, de celle qui parle peu, mais observe tout. Nous lui présentâmes les dessins de João, des piles et des piles, soigneusement rangés dans une boîte en carton dans notre placard. Fatima étala les dessins sur la table et resta silencieuse pendant de longues minutes. Elle ne nous regardait pas, regardait seulement les papiers, comme si les images lui parlaient directement. C'est Antonio qui remarqua les détails. La montre au poignet de l'homme dessiné, le broche en forme de spirale sur le manteau de laboratoire, la position du soleil dans les images, tout avait une logique. Fatima demanda alors lequel des employés du centre thérapeutique portait un manteau de laboratoire avec un broche. Ce fut comme si une ampoule s'allumait. Josué Macedo, le directeur, toujours très poli, souriant, mais avec ce type de sympathie qui semble trop feinte, vous voyez? Cette nuit-là, nous dormîmes à peine. La peur commença à se répandre dans la maison, tel un moisi sur un mur humide. Nous avions la sensation d'être observés. La sonnette retentissait, et il n'y avait personne. Le portail apparaissait entrebâillé le matin, même après avoir été verrouillé. Antonio installa une caméra de surveillance à l'entrée. Et João se mit à dessiner la nuit, une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, comme s'il était pressé. Chaque nouveau dessin ressemblait à une pièce d'un puzzle visuel. Il ne représentait pas seulement la plage et l'homme en manteau, mais aussi une voiture grise, arrêtée près d'une clôture rouillée et une main tachée, comme de la peinture ou du sang séché. Fatima revint et vit tout. C'est elle qui eut l'idée de tendre une embuscade, suivant les détails temporels suggérés par les dessins. Et le pire, c'est que tout concordait. L'heure de la marée haute, la position du soleil à l'horizon, le retour sur les lieux. Le plan fut exécuté avec précision. La police se cacha à des points stratégiques d'Itacimirim, exactement comme l'indiquèrent les dessins. Fatima nous demanda de tenir João à l'écart ce jour-là. Nous l'emmenâmes chez ma sœur à l'Oro de Freitas, et je restai toute la journée avec le cœur serré. En fin d'après-midi, je reçus l'appel. Josué Macedo avait été arrêté. Il était allé seul sur la plage, regardant autour de lui constamment, portant un petit sac. À l'intérieur se trouvaient le broche et le téléphone portable de Diane, cachés parmi des sacs plastiques. Lors de son interrogatoire, il avoua tout. Il déclara que c'était un accident, que Diane l'avait menacé de dénonciation et qu'il s'était emporté. Des mots froids, sans âme. Antonio écouta, l'enregistrement après coup, et je n'oublierai jamais la manière dont il dit « c'était un accident », comme si l'on s'excusait d'avoir renversé un verre. Mais ce n'était pas un verre, c'était une vie. La nouvelle se répandit rapidement. Elle parut dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais peu de gens connaissaient la partie la plus incroyable de l'histoire. C'est notre fils, João Pedro, qui avait guidé tout cela. Un enfant qui n'avait jamais prononcé un seul mot, mais qui avait vu et enregistré avec précision quelque chose qu'aucun adulte n'avait été capable de percevoir. Son esprit, silencieux à l'extérieur, bouillonnait à l'intérieur. Je me souviens avoir pleuré dans les bras de ma mère, mêlant soulagement, fierté et une douleur que je ne savais même pas nommer. C'était comme si le monde entier devait s'excuser auprès de lui pour l'avoir sous-estimé. La semaine suivante, Fatima revint avec une nouvelle boîte de crayons de couleur et lui dit « Continue de dessiner, João. Le monde a besoin de tes yeux. » Après l'arrestation de Josué, tout changea. Mais il serait illusoire de penser que le soulagement fut immédiat. Ce qui s'ensuivit fut un silence encore plus lourd. Un silence qui pesait, qui prenait de la place en nous. João reprit sa routine avec les mêmes horaires, les mêmes thérapies, les mêmes visages, moins un. Diane n'était plus là, et bien qu'il ne prononçât pas un mot, quelque chose en lui semblait ressentir cette absence. Il restait longtemps à regarder le vide, les crayons immobiles dans ses mains, comme s'il avait perdu l'envie de dessiner. C'est alors que je compris que, pour lui, peut-être, cela n'avait pas été une victoire. C'était comme s'il avait échoué à empêcher ce qu'il avait vu,
un fardeau trop lourd pour un enfant si petit. Je me demandais alors, se souvenait-il précisément du moment? Y avait-il vraiment été, d'une manière ou d'une autre? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus abstrait, comme un fragment de mémoire visuelle? Je n'ai pas de réponse. Mais son regard en disait long. Parfois, il me regardait avec un mélange de fatigue et de paix, comme quelqu'un qui comprend bien plus qu'il ne devrait, comme quelqu'un qui porte des souvenirs qui ne correspondent pas à son âge. Au fil des jours, Antonio et moi commençâmes à discuter davantage de ce que tout cela signifiait. Jusqu'alors, nous nous étions concentrés uniquement sur l'enquête, le déroulement de l'affaire, l'impact médiatique. Mais peu à peu, nous réalisâmes qu'il existait une couche plus profonde, presque invisible, qui était notre relation avec João. Moi, en tant que mère, je me retrouvais à revoir tous les moments où je l'avais qualifié de limité, de prisonnier de son propre monde, alors qu'en réalité, il observait le nôtre, et comprenait bien plus que ce que nous pouvions percevoir. Je me souviens d'une nuit particulière, où je m'assis par terre dans sa chambre et lui demandai pardon, à voix basse, comme s'il pouvait entendre mes pensées. Je lui dis que je n'imaginais pas à quel point il était fort, et que, si je le pouvais, j'échangerais ma place avec lui juste pour alléger un peu le fardeau qu'il portait. João ne répondit pas, bien sûr, mais il prit l'un de ses crayons, fit un gribouillis sur le papier, et le plaça dans ma main. Nous étions là tous les trois, lui, Antonio et moi, main dans la main, regardant la mer. Pour la première fois, les visages portaient des yeux et des sourires. Ce fut le dessin le plus simple et le plus puissant qu'il ait jamais réalisé. Après ce dessin, quelque chose en moi changea. Ce n'était pas comme si tout avait été résolu d'un coup, mais ce fut le début d'une nouvelle façon de regarder mon fils. À partir de ce jour-là, je commençais à noter chacune de ses réactions, chaque son, chaque regard, comme si j'apprenais une langue étrangère, mais avec le cœur. C'était comme apprendre à écouter sans mots. Nous nous asseyions ensemble par terre chaque jour, avec des feuilles éparpillées autour, et je le laissais guider le rythme. Parfois, il dessinait pendant des heures. D'autres fois, il traçait une simple ligne puis partait, comme s'il avait dit tout ce qu'il voulait avec un seul trait. Je réalisais que la communication était présente tout le temps, mais d'une manière que le monde n'était pas habitué à entendre. Et plus encore, je comprenais qu'au fond, peut-être, j'essayais de le forcer à entrer dans mon monde, alors que l'idéal serait que j'apprenne à marcher dans le sien. Ce fut un changement silencieux, mais puissant. Je commençais à apporter ces dessins au centre thérapeutique, désormais sous une nouvelle direction, et je proposais une nouvelle approche pour d'autres enfants non-verbaux. Et n'est-il pas vrai que les autres parents commencèrent aussi à remarquer des changements? Pour sa part, Antonio se transforma également. Son travail en médecine légale l'avait habitué à faire face aux tragédies, mais toujours d'une manière froide, technique, presque mécanique. Mais avec João, il ne pouvait garder ses distances. Cela le toucha d'une manière que je n'avais jamais vue. Il se mit à étudier davantage sur l'autisme, sur le langage visuel, et suivit même un cours en ligne sur la communication alternative. Il disait qu'il voulait comprendre son fils comme on déchiffre les scènes de crime, avec soin, patience et attention aux détails. C'était beau à voir. Une nuit, je le trouvais sur le balcon, observant avec une loupe les anciens dessins de João, comme s'ils regorgeaient d'indices cachés. Et peut-être qu'ils en contenaient vraiment. Certains montraient des symboles rappelant des lieux réels. D'autres présentaient des séquences qui ressemblaient à des histoires. Nous commençâmes à constituer une sorte de journal visuel basé sur ces dessins, comme s'il s'agissait du journal intime d'un esprit silencieux. Et petit à petit, João commença à répondre. Il se mit à nous remettre des dessins en séquence, comme les pages d'un livre. Et dans ce processus, nous réalisâmes qu'il ne s'agissait pas seulement du crime ni du traumatisme. Il s'agissait de lui. Il essayait de dire qui il était, ce qu'il aimait, ce qu'il ressentait. Et cela, pour nous, fut le plus grand miracle. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je me demande encore comment une telle chose a pu être possible. Comment un garçon de 3 ans, qui n'a jamais prononcé un seul mot, a pu révéler un crime, désigner le coupable, et surtout, enseigner à sa propre famille à voir le monde avec d'autres yeux. La réponse, je crois, réside justement dans le silence, dans l'espace entre ce qui se dit et ce qui se ressent. João Pedro nous a montré que le langage ne se limite pas au son.
et qu'il y a quelque chose de sacré dans le fait d'observer en profondeur. Il n'a pas eu besoin de parler pour être entendu. Et moi, qui ai passé toute ma vie à enseigner sur la vie, les cellules, les écosystèmes, les chaînes alimentaires, j'ai appris de mon fils qu'il existe une biologie invisible dans les émotions, qu'il y a des codes dans les gestes, dans les couleurs, dans les regards. Aujourd'hui, à l'école, j'ai créé un projet sur la communication non verbale. Et, à chaque cours, je me rappelle que João a été mon plus grand professeur. C'est étrange comme la vie fait des tournants. Je pensais être celle qui devait lui apprendre à vivre dans le monde. Au final, c'est lui qui m'a appris à vivre en vérité. La dernière fois que João dessina la plage, dit à Simirim, c'était pour son 4e anniversaire. Il était plus calme, souriant, et réalisa le dessin avec des mains assurées, sans l'urgence d'autrefois. Les rochers en demi-lune étaient toujours là, mais la mer paraissait plus claire, plus paisible, et l'objet étrange dans le sable avait disparu. À la place, il dessina une fleur. C'était comme s'il avait clos ce chapitre, comme s'il disait « J'ai fait ce qui était nécessaire. J'ai encadré ce dessin dans un cadre en verre et je l'ai accroché dans le salon. Tout le monde qui entre demande si c'est de l'art moderne. Je souris et je dis « C'est ce que le silence a révélé. » Aujourd'hui, João continue de ne pas parler, mais il communique par les yeux, par les gestes, par l'âme. Et chaque fois que quelqu'un me demande si j'ai encore l'espoir de l'entendre dire « Maman », je réponds sincèrement « Peut-être qu'il ne dira jamais, mais il m'a déjà dit tant de choses que le monde entier n'a pas su entendre. Et cela, pour moi, est déjà plus que suffisant.